d'être si nombreux sur ce thème qui est d'actualité, donc l'intelligence artificielle et la démocratie. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut devenir un bien commun au service de la démocratie? Donc, c'est autour de ce thème, cette question, qu'on débattra tous les quatre et puis ensemble avec vous pendant 1h30. Donc, vous aurez à peu près 30 à 40 minutes après notre débat pour pouvoir poser des questions sur justement ce qui vous apparaît intéressant et à questionner, problématique. Donc l'intelligence artificielle est-elle cette inquiétante étrangeté dont parlait Sigmund Freud pour qualifier l'étrangeté qui nous est familière à tel point que parfois on ne sait plus distinguer ce qui est humain de ce qui est de la machine. Il faut nous en appeler au détecteur d'IA. C'est de cette étrangeté, celle qui nous interpelle lorsqu'on regarde les épisodes de Black Mirror, que nous allons interroger ici, et parce qu'au-delà des enjeux techniques purement, l'intelligence artificielle nous questionne en tant que citoyens, vous, moi, sur notre vision du vivre ensemble. Car en effet, choisir les conditions de développement de cette technologie, en identifier les responsabilités éthiques, les risques géopolitiques, sociaux, environnementaux, qui en découlent, c'est décider ensemble d'un futur souhaitable. L'exercice de la citoyenneté passe en effet par pouvoir choisir librement et décider. Ces deux verbes, ces deux actions qui prennent un tout autre sens lorsqu'on connaît les logiques d'apprentissage des discours, d'apprentissage des algorithmes qui se font par imitation de la pensée humaine. Autrement dit, l'IA se sert des discours dont elle a été abreuvée pour construire sa propre réponse. En 2016, Tay, une intelligence artificielle développée par Microsoft, a adopté sur Twitter les discours sexistes, racistes et même révisionnistes de ses interlocuteurs. Depuis, les exemples sont pléthores. Dans un registre similaire, le développement des deepfakes, ces contenus falsifiés, ces vidéos artificielles qui véhiculent de fausses informations et que malheureusement nous les connaissons tous, nous avons été confrontés à ça, permettent de contrefaire effectivement en temps réel quasiment les expressions faciales. Et effectivement, elles se développent dans le discours, elles s'immiscent à tel point que, par exemple, Elon Musk a partagé en juillet dernier sur son réseau social X un faux clip de campagne avec la voix de Kamala Harris critiquant Joe Biden. Au-delà de l'intelligence artificielle, c'est la méthode d'apprentissage automatique, donc appelée deep learning, qui pourrait mettre en danger donc la démocratie telle qu'on la connaît, qui, rappelons-le, est fondée sur un idéal de participation éclairée du plus grand nombre aux affaires publiques. Aussi, il nous est nécessaire de questionner aujourd'hui les algorithmes qui traduisent finalement directement la pensée, voire l'idéologie de leurs concepteurs. Ces algorithmes ne sont en effet pas neutres, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ils sont en effet développés par des entreprises, le plus souvent américaines, dont le profit est souvent l'objectif premier. Et finalement, ce discours, on le retrouve dans ces algorithmes quelque part. Finalement, c'est un discours d'une IA forte qui passe, qui serait capable d'avoir conscience d'elle-même et de nous permettre d'avancer dans le processus démocratique, d'améliorer la participation citoyenne et la promotion de l'égalité et de la justice sociale. Pour le formuler autrement, l'IA viendrait solutionner des problèmes d'équité sociale qui sont en fait éminemment humains. Donc faire appel à une machine pour répondre à des questions qui sont proprement humaines. Là est la question centrale de notre débat aujourd'hui. Et nous allons à présent effectivement interroger ces questions parce que d'un point de vue aussi géopolitique, parce que le risque de voir se créer une situation de dépendance et donc de vulnérabilité par rapport à des acteurs, des pays, des entreprises qui la développent et doit désormais être envisagé. Car il s'agit moins de voir l'humanité dépassée par la machine que d'assister à la modélisation de notre démocratie par le prisme des algorithmes porteurs d'un idéal sociétal qui n'est pas le nôtre. Les développements récents de l'intelligence artificielle suscitent en effet de nombreuses inquiétudes, tant à l'échelle collective qu'individuelle. Et nous sommes ici, effectivement, pour
comprendre les dangers de l'IA, de voir tomber dans les mains de quelques entreprises et de voir émerger un impérialisme technologique, redessinant ainsi les implications géopolitiques actuelles. Donc pour cela, pour discuter de cela, nous avons 3 invités, dont 2 femmes d'ailleurs, donc une table assez féminine, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc Ophélie Coelho, vous êtes chercheuse en géopolitique, vous êtes spécialiste donc, de la géopolitique du numérique et effectivement vous êtes associée au Centre Internet des sociétés et de l'Observatoire de l'éthique publique. Vous avez récemment sorti un livre sur la géopolitique du numérique, il me semble. Bienvenue. Cédric Villani, qu'on ne présente plus. Donc, vous êtes mathématicien, vous avez participé à vulgariser les mathématiques à travers de nombreux livres. Les mathématiques sont la poésie et la science, par exemple, Conversation sur les mathématiques plus récemment. Et vous êtes invité parce qu'effectivement, vous avez été mandaté récemment par l'ancien Premier ministre pour une mission parlementaire sur la question de la stratégie française et européenne en matière d'intelligence artificielle. Ça. Et effectivement, en plus, il faut souligner que vous avez co-dirigé plusieurs ouvrages sur l'intelligence artificielle, donc l'IA et la santé, voilà, et médecine et intelligence artificielle. Voilà, bienvenue. Merci. Et enfin, Marianne Alanik, vous aussi, vous êtes spécialiste des questions d'intelligence artificielle et de santé. Vous êtes docteur et ingénieur, et vous allez nous éclairer effectivement sur ces questions d'intelligence artificielle, en tout cas sur l'aspect assez technique. Donc peut-être un mot pour commencer, peut-être Cédric Villani, sur un peu le discours de début, sur vos impressions, et puis après on passera peut-être aux questions. Voilà. Merci beaucoup, c'est un plaisir de se retrouver. Vous le soulignez bien, c'est tellement rare de se retrouver en minorité quand on est un homme sur une table ronde à ce sujet. D'ailleurs, ça a été assez remarqué que de l'ouverture du dernier salon Vivatech, sur les 12 ou 13 premiers intervenants, il y avait une intervenante et tous les autres étaient des hommes. Et cela malgré des recommandations très fortes faites dans un certain rapport que vous avez eu l'obligeance de citer en 2018, adressé au gouvernement, sur une place, sur le fait de donner de la place de façon affirmée et volontaire davantage au milieu féminin dans ce sujet. Et donc, en ce sens, bravo, Nantes, très supérieure à Paris en la matière. Ensuite, après ce premier bon feeling, oui, comme vous le soulignez, en 2018, j'étais le rapporteur de ce rapport qui a été à l'origine de la stratégie nationale en intelligence artificielle pour les 5 années à venir. Le successeur de notre rapport est paru l'an dernier et a inauguré la nouvelle stratégie de la France, donc 5 ans après. Et même ce rapport, le nouveau, s'appuie assez largement sur le précédent. On avait fait du bon travail, je dis bien on, parce que c'était une équipe pluridisciplinaire. Moi, j'étais la figure publique, mais dans l'équipe, il y avait toute une palette de talents, y compris Marc Schönauer, directeur de recherche à INRIA, qui, lui, connaît à fond l'intelligence artificielle pour avoir été programmeur, directeur de projet et autres, mais aussi des gens qui étaient experts en philo, en droit, en défense. Et le fait que j'étais mathématicien comptait moins que le fait que j'étais député, personnalité publique et travaillant beaucoup sur les vulgarisations et le lien entre science et société en général. La première chose sur laquelle je voudrais insister, et pourquoi l'intelligence artificielle a toute sa place ici, l'IA, c'est un sujet éminemment politique, et dans lequel la question scientifique et technique, au niveau des enjeux, est minoritaire. Minoritaire parce qu'après, ce n'est pas là-dessus que se font les grands problèmes et les grands dilemmes. Vous parliez de IA et démocratie, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait quelque part en France une grande table ronde là-dessus ou un grand débat ou un truc là-dessus. La première fois que j'ai entendu parler de IA et démocratie, je répète souvent cet exemple parce qu'il est emblématique, c'était il y a 30 ans, quand j'étais étudiant, école normale supérieure à Paris, étudiant en mathématiques, dans une boum très arrosée, où nous avions été rejoints par des étudiants des arts déco. Et ces étudiants des arts déco, ce soir-là, m'expliquaient, j'étais déjà assez visible et médiatique en tant que président de BDE et déjà lavalière costume 3 pièces,
ont commencé à m'expliquer que le progrès de l'algorithme allait entraîner une crise démocratique. Et à m'expliquer exactement ce qu'on vit maintenant, le problème des fakes, la post-vérité, ce que vous évoquez sur ce fou furieux de Elon Musk et Trump, Harris et tout ça. Et j'avais beau écouter, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. C'était comme une langue étrangère. Pourtant, à coup sûr, je programmais bien mieux que ces étudiants-là. Mais aux Arts Déco, je ne sais pas qui étaient leurs enseignants, qui étaient leurs enseignants qui les avaient aiguillés là-dessus, mais c'était un sujet sur lequel, avec une formation en sciences humaines et sociales, on pouvait toucher dans le mille, là où le technicien ne voyait pas le problème. Autre exemple qui est à fond là-dessus, il n'y a pas longtemps, j'ai été mandaté dans le cadre de mes activités à la Fondation de l'écologie politique pour préparer un exposé sur Jacques Ellul, théologien et sociologue bien connu, très technocritique, très actif à partir avec une longue carrière de l'avant-guerre jusqu'aux années 80, et sur Ellul et l'intelligence artificielle. Et je potasse un bon paquet de ses ouvrages, Ellul basé à Bordeaux, et je constate que Ellul, très clairement, n'a juste rien compris à ce qu'est l'intelligence artificielle ou l'algorithme. Mais rien. Les remarques sur ce que c'est sont naïves, ses prédictions sont naïves et tout ça. Pourtant, ces prédictions générales sur la technique s'accordent pile poil avec tout ce à quoi on assistait sur l'IA. Dans un excellent ouvrage de Jean-Luc Porquet, qui a été un éditeur important de Ellul, a recensé et tiré de l'œuvre d'Ellul 20 grandes maximes intéressantes sur la technique en général. Sur les 20, j'ai fait les comptes, 18 s'appliquent parfaitement pile poil à l'intelligence artificielle telle qu'on l'a connue. Et donc, le fait d'être expert en IA et en algorithme est minoritaire dans le fait de sentir ou de deviner où vont se poser les problèmes dans la technique entre l'IA et l'humain. Et c'est bien là-dessus qu'on va avoir l'occasion d'en parler et d'en reparler. Je lui ai dit, je suis bavard, prolixe, et donc il faut que je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Alors effectivement, peut-être une première approche un peu plus peut-être technique malgré tout quand même, mais voilà, pour que tout le monde comprenne finalement en quoi ces algorithmes qui peuvent paraître neutres finalement ne le sont pas, Marianne Alanik. Dans quelle mesure l'apprentissage profond qu'on appelle le deep learning peut retranscrire finalement politiquement un biais, essayer de comprendre en fait finalement, parce qu'au-delà finalement des fake news qu'on peut développer et mettre sur les réseaux sociaux, l'idée est de comprendre en quoi ces algorithmes ne sont pas neutres finalement, de faire comprendre nous qui ne sommes pas techniciens ce problème finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sans rentrer je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, M. Villani. Sans rentrer dans le fond de la technique, je pense que c'est quand même important d'avoir tous ensemble là, une compréhension commune de ce qu'est et ce qui n'est pas l'IA. Donc, vous avez évoqué, Camille, le deep learning, donc, qui est une branche de l'IA spécifique dont on parle énormément aujourd'hui parce que c'est celle qui est à l'origine de l'IA générative. Mais il faut savoir que l'IA, déjà, ça regroupe tout un ensemble de techniques différentes, des techniques assez simples et des techniques beaucoup plus complexes, dont le deep learning. Donc le deep learning, en français, c'est l'apprentissage profond, et c'est une branche de l'apprentissage automatique ou machine learning. Et alors, outre les aspects techniques et les aspects algorithmiques qui eux-mêmes peuvent contenir des biais, ça, c'est des choses qu'on peut déjà entendre. Voilà, le code peut être biaisé en lui-même, donc forcément, un algorithme d'IA ne va pas y échapper. Mais on va avoir une double problématique. Au niveau de la technique, sur le deep learning, donc, on va être face à des algorithmes qui vont être tellement imbriqués, avec tellement de couches. En fait, c'est des neurones, donc c'est une sorte de petites cellules qui vont faire des calculs, qui vont avoir plein de liens tout entre elles. Il va y avoir des centaines de couches, donc des centaines, des milliers de neurones, et il va y avoir énormément de calculs qui vont se propager. Donc, c'est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment et comment le calcul est effectué à l'intérieur. De suivre, finalement, on fait une prédiction avec notre IA. Comment est-ce qu'elle a été obtenue? Comment ce calcul, est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est extrêmement difficile avec ces techniques. Donc, voilà, de point de vue technique, c'est déjà le premier problème qu'on peut avoir avec ça. L'autre gros problème, et qui induit, lui, énormément de biais, ça va être notre source
première de nos algorithmes tout seuls, ils ne peuvent rien faire. En fait, il faut qu'on ait des données en entrée pour qu'ils puissent apprendre des choses. Alors on dit apprendre, on peut venir discuter la philosophie, c'est le bon terme ou pas, mais en tout cas, l'idée c'est qu'on va avoir une base de données et puis les algorithmes vont venir s'entraîner, se confronter à ces données pour pouvoir construire leur modèle, affiner la façon dont ils vont pouvoir ensuite effectuer des prédictions. Et donc forcément, ces données d'entrée, elles vont avoir un impact sur ce qu'on va avoir en sortie. Et donc, c'est ça qui peut nous poser des problèmes. Par exemple, si on a une base de données, on sait que des données, c'est une information à un temps T, et puis également qu'elles vont être représentatives d'une certaine vision du monde. En fait, qui est-ce qui a conçu ces données, qui les a produites, dans quelle mesure? Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'énormément de données sont produites quand même par l'ensemble de l'humanité, certes, mais aussi essentiellement par l'Occident. Donc finalement, nos modèles qui vont ensuite être entraînés, ça vont être entraînés sur ces données avec cette vision du monde de l'Occident. Et puis cette vision du monde, on a déjà vu que certains algorithmes qui avaient pu... il y a des exemples très simples que vous connaissez peut-être, par exemple Amazon qui avait... créer un algorithme pour pouvoir sélectionner les CV plus facilement. Donc Amazon, c'est une grosse entreprise, ils reçoivent des centaines, des milliers de CV. Et donc, comment faire pour faciliter le travail des RH? On va créer une IA qui va venir présélectionner les CV de façon automatique. Donc forcément, pour savoir les CV qui les intéressent, ils ont pris les CV des personnes qu'ils avaient déjà recrutées, et puis ils ont entraîné l'IA sur cette base de données. Voilà, je ne vous apprendrai rien, forcément. Les personnes qui étaient déjà recrutées, il y avait déjà un biais dans ce recrutement. C'était déjà une certaine catégorie de personnes. Et donc, en fait, notre algorithme, il est venu reproduire ces inégalités-là, ces biais. Et notamment, ce qui avait un peu défrayé la chronique, c'est que l'IA elle était jugée sexiste, puisqu'en fait, de base, elle excluait tous les CV de femmes. Pourquoi ? Parce que majoritairement, à certains types de postes, il n'y avait que des hommes. Donc vous voyez, c'est un exemple vraiment très très simple. En vérité, les biais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais déjà, sur des choses aussi évidentes, on se rend compte que forcément, notre algorithme, il va apprendre de ce qu'on lui a fourni et il va nous ressortir un résultat en fonction de ça. Donc, pour une introduction brève. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez éclairé sur le fonctionnement, j'ai envie de dire, ex ante, c'est-à-dire comment ça se passe dans la machine, j'ai envie de dire. Maintenant, à présent, peut-être, Ophélie Coelho, pouvez-vous nous dire finalement comment ces méthodes d'apprentissage vont pouvoir influer une fois qu'ils sont sortis en fait, de la machine et qu'ils sont visibles de tous, c'est-à-dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux, par exemple, et donc voir un peu comment ex post, j'ai envie de dire, ça se passe, et effectivement, en quoi ces algorithmes peuvent être éminemment politiques, c'est-à-dire influer sur les masses, donc les masses dans les réseaux, ceux qui regardent les réseaux sociaux, et effectivement en quoi c'est éminemment politique, voire même presque géopolitique. Alors d'abord, je vais revenir sur la diversité de ce qu'on appelle IA. Parce que pour l'instant, on parle de données, il y a beaucoup de typologies de données et du coup, comme vous le dites, ça dépend des données qu'on a. Enfin, le résultat dépend aussi des données qu'on a à la base. Et en fait, ça explique qu'on a plusieurs familles d'intelligence artificielle. On a celles qui sont sur le langage et qui vont permettre notamment de créer du contenu qui va être ensuite, par la suite, éventuellement utilisé par des bots sur les réseaux sociaux, certes. Il y a aussi les technologies d'intelligence artificielle qui sont plutôt spécialisées sur le contenu visuel ou sonore et qui vont permettre par la suite soit de faire de la reconnaissance d'images, voire de la reconnaissance faciale, donc les technologies de surveillance. Beaucoup en Chine, on a des entreprises spécialisées là-dedans, que ce soit Hikvision ou SenseTime, etc., qui, du coup, reposent sur ces technologies de reconnaissance d'images. Le militaire utilise beaucoup la reconnaissance d'images également. Donc ça, c'est une autre famille de technologies d'intelligence artificielle. Et puis, ces technologies-là vont permettre aussi de faire du deepfake derrière. Deepfake qui sont utilisés sur les réseaux sociaux, notamment, mais pas que. Qui pourraient être utilisés dans le cinéma. On voit que des sociétés se spécialisent dans la création de contenu, réutilisant, pourquoi pas, des images d'acteurs connus. Bon. Donc en fait, c'est vraiment une très très grande famille, l'intelligence artificielle, à tel point que c'est plutôt un mot valise dans lequel on met beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi.
Sachant que là-dedans, il y a aussi l'idée il y a aussi les technologies de statistiques avancées qu'on a eu tendance bien longtemps à classer, qu'on a tendance à mettre aussi dans l'intelligence artificielle là-dedans. Donc ensuite, concernant l'application sur les réseaux sociaux, parce que du coup, on voit qu'il y a plein d'applications de l'intelligence artificielle. Et en termes de sujets géopolitiques, du coup, il faudrait voir toutes ces choses-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans le militaire, oui, il y a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on parle de la guerre informationnelle, donc sur les réseaux sociaux plus en particulier, là, on va effectivement avoir l'utilisation d'intelligence artificielle, par les deepfakes, par la génération de contenu automatique, certes. Et on a aussi la conception même du produit, du réseau social, qui n'est pas forcément de l'intelligence artificielle en soi, mais qui est plutôt une modération automatique, une organisation de l'information, de manière à valoriser certains contenus plutôt que d'autres. Voilà. On appelle ça sous le terme d'algorithme, mais en réalité, un algorithme, un réseau social, c'est pas un seul algorithme, c'est plein de briques, de logiciels qui fonctionnent ensemble. Donc en fait, on simplifie souvent le terme. Et donc oui, en effet, puisque là, ces réseaux sociaux, à la base, sont des entreprises. Leurs produits sont conçus pour faire de la viralité. Donc ils vont mettre en avant des contenus qui sont les plus susceptibles de faire de la viralité. Donc des contenus souvent, on va dire, polarisants, choquants éventuellement, etc. Donc c'est ce qui explique en effet après qu'on va avoir certains contenus plus que d'autres. Et ensuite, ce fonctionnement de base de ces réseaux sociaux ou de ces médias sociaux plutôt, vont être utilisés, instrumentalisés par des acteurs qui ne sont pas les entreprises, qui ne sont pas les médias sociaux au départ, mais qui vont être des acteurs politiques, des acteurs de communication, des pirates éventuellement, des organisations qui travaillent soit pour des États ou pour des organisations même terroristes, etc. On peut avoir de l'instrumentalisation de médias sociaux, effectivement, qui réutilisent les mécanismes, les biais, en fait, du média social. Mais à mon sens, c'est pas tout à fait le sujet de l'intelligence artificielle. C'est déjà de base la conception même des réseaux sociaux. D'accord, merci. Est-ce que Cédric Villani voulait ajouter quelque chose ? Oui, on va compléter. D'abord, je vais compléter l'excellent travail réalisé par Marianne d'un côté et Ophélie de l'autre sur l'explication à grands traits, sans entrer dans la technique, de ce que sont les différentes techniques d'apprentissage. Effectivement, intelligence, c'est certainement pas de l'intelligence, intelligence artificielle, mais il y a un mot-clé derrière, important, c'est apprentissage, tout cet ensemble de techniques que les programmeurs utilisent pour que l'algorithme sache, entre guillemets, sache effectuer des tâches au-delà de ce qu'on leur a juste présenté ou de ce qu'on sait au départ. Et à gros traits, disons qu'il y a 3 grandes catégories d'apprentissage, qui sont aussi 3 grandes catégories d'apprentissage pratiquées par les humains ou par d'autres espèces animales. Le premier, le plus ancien dans ce qu'on a essayé, serait l'équivalent de notre cours d'université dans lequel on donne des règles. Vous êtes un jeune étudiant, le prof vous fait un cours magistral et vous dit si vous voulez reconnaître l'époque dans laquelle est cette roche, commencez par regarder ceci, puis cela, et vous avez comme un arbre de décision. En fonction de ceci, vous êtes dans telle catégorie. Ce qui est important, facteur numéro 1, facteur numéro 2. C'est un savoir qui est inculqué de maître à élève ou de humain à algorithme, ce qu'on appelle le système expert. On donne les règles, on voit ce qu'il nous dit, mais on sait quelles sont les règles qu'on a filées. Le deuxième mode d'apprentissage, c'est celui qui est fait par imitation, par exemple, par immersion. C'est le système d'apprentissage du petit enfant qui apprend à parler, et éventuellement à parler très bien, sans avoir la moindre notion des règles de grammaire. Votre gamin, votre gamine qui a 3 ans peut conjuguer tout ça, et comprend les règles de conjugaison et va spontanément employer les terminaisons qui correspondent au futur sur tel ou tel verbe alors qu'elle n'a jamais entendu au futur, par imitation, par analogie. Et si vous commencez à essayer de lui expliquer ce qu'est un verbe, ce qu'est un complément, ce qu'est le pluriel, le futur, elle vous regardera avec des grands yeux. Mais par imitation, elle arrive à parler, et bien mieux que ce que vous, adultes, pouvez faire avec les règles. Ça, c'est l'apprentissage par l'exemple, par la donnée. Et une grande leçon de ces dernières décennies, c'est que c'est extraordinairement efficace, bien mieux que ce qu'on avait pu imaginer. Troisième type d'apprentissage, c'est par l'exploration, par le calcul. Vous voulez progresser dans votre métier de romancier, et au lieu de lire les auteurs anciens et de vous inspirer de Balzac et Flaubert,
Vous allez vous installer à votre table, écrire, raturer, réécrire, jusqu'à ce que, après des centaines de versions, vous soyez content de ce que vous avez produit. Vous découvrez vous-même des effets de style, etc. Ça, c'est par exploration ou par renforcement, comme on dit des fois. C'est le principe par lequel, enfin, l'un des principes par lesquels les algorithmes comme AlphaGo, l'un des bébés les plus célèbres de DeepMind, a pu, dans la pratique du jeu de Go, aller bien au-delà de ce que les humains savaient faire en matière de Go. Et d'ailleurs, démontrer au passage aux joueurs de Go qu'ils étaient bien plus mauvais que ce qu'ils croyaient dans leur vanité humaine. Et donc, dans n'importe quelle IA d'aujourd'hui, c'est une combinaison de ces trois grands types d'apprentissage qui demandent des moyens différents, qui ont des biais différents, mais à coup sûr, le gros des troupes aujourd'hui, c'est la deuxième catégorie, par la donnée, par l'imitation, avec tout ce que ça peut avoir comme biais et comme défaut. Alors, ça, donc c'est important, même si on n'est pas dans la technique, d'avoir en tête ces différentes catégories. Et maintenant, je vais, pour lancer plus avant le débat, répondre à la question qui sous-tend l'ensemble de nos échanges. Pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement de l'IA dans un contexte politique? On sait bien, et nos sociologues de la technique nous disent bien, typiquement, une nouvelle technique, une nouvelle innovation va typiquement servir davantage le puissant que le modeste, sauf si c'est une vraie révolution qui change les rapports de force. Mais bien souvent, les rapports en farce puissants, que ce soit des gouvernants puissants ou des entreprises puissantes, ont plus de moyens pour mettre en œuvre l'innovation à leur service. En matière d'IA, est-ce que c'est juste la règle habituelle ou est-ce qu'il y a davantage? Et la réponse est il y a davantage pour diverses, du fait de différents facteurs qui ont commencé à être évoqués. Premier facteur, l'IA qui repose énormément sur les données, par cela repose sur des jeux de lecture du monde politique. Données, c'est très politique. Quelle catégorie on choisit pour classer les gens? Et quel axe on choisit, quels critères? Il n'y a pas un truc objectif pour dire le jeu de données objectif, c'est ci ou ça. Chaque fois que vous dites je commence par telle donnée, c'est une lecture politique. Alors que si votre problème il est posé en termes de masse, d'énergie, etc., tout ça c'est objectif. On sait ce que c'est la masse, etc. Tandis que la donnée, c'est un choix politique du monde. D'ailleurs, chef donnée, CDO, comme on dit parfois, Chief Data Officer, c'est un profil très différent de Chief Technical Officer, comme on dit des fois dans les entreprises, beaucoup plus formé aux relations de pouvoir et aux relations de confiance qu'aux enjeux purement techniques. Donc cette insistance sur la donnée est un premier enjeu politique. Deuxièmement, on peut argumenter, l'IA est quelque chose qui est tiré par les usages, qui se nourrit de ce qu'on veut en faire, donc qui est extrêmement dépendant de l'usage, la finalité dans des sociétés des humains. Bon. Et un truc général, c'est que les humains sont extraordinairement doués pour la politique. C'est une des caractéristiques majeures parmi les espèces animales. N'importe quelle activité faite par les humains et de la politique qui s'organise dedans. Et l'IA, très naturellement, qui se met au service, tout de suite, toutes les activités politiques vont essayer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de s'approprier l'IA et de s'en faire un outil au service de telle politique. Troisièmement, l'IA sur les données repose sur la mise en commun d'un très grand nombre de données. Il y a la notion de force, la grandeur, la taille, et la notion de concentration. Donc il y a un design dès le début qui correspond à ce grand renforcement. Alors, les programmeurs ont une maxime très importante, design is politics. La façon dont vous concevez votre truc a des implications politiques. Et dans l'IA, presque immédiatement, il y a cette vision d'un truc centralisé qui vient tout regrouper, qui vient avec certaines architectures de pouvoir. Les pouvoirs centralisés, la Chine et autres, ont tout de suite vu l'intérêt énorme qu'il y avait en contrôle des citoyens. Mais l'IA a permis aussi une tentation illibérale pour toutes les démocraties libérales, qui se sont dit, justement, c'est l'occasion justement de mieux apprendre à préparer telle ou telle chose, anticiper tel attentat ou qui sait quoi, et derrière, de se lancer dans des grands plans de contrôle de la population, couplé avec l'essor des télécommunications qui a permis ça à des enjeux, à des niveaux extraordinaires. Témoins, l'affaire Julian Assange, l'affaire Snowden et ainsi de suite, qui sont le témoin de cette grande tentation de contrôle par le numérique. Et déjà dans le design centralisé, il y avait quelque chose là-dedans. Et puis, on va insister encore sur un autre aspect. Ça se nourrit de beaucoup de données, l'IA, mais beaucoup de données dont les briques élémentaires sont basiques, pas malines, bourrines. C'est vrai que la plupart des données sont produites, ou en tout cas éditées par l'Occident. Mais attention,
le travail de petites mains, les travailleurs du clic, comme on dit parfois, ça a été bien souvent externalisé et délocalisé, confié à des travailleurs philippins, malais, éthiopiens, payés quelques dollars de l'heure ou de la journée, faisant les 3-8 dans certains cas, annotant à longueur de journée pour payer leurs études, des données qui sont transmises par les grandes entreprises occidentales et qui ensuite repartent pour faire les produits finis dans les grandes entreprises occidentales. Derrière, il y a quoi? C'est effectivement le haut du panier, si on veut, des métiers qui sont beaucoup dans l'imagination, dans la réflexion, mais aussi plein de tâches de très bas niveau, se prêtant donc très bien à des ressorts et des schémas coloniaux qui sont encore à l'œuvre dans bien des pans de l'économie. Donc, derrière cette structure du fait que ça emploie de façon massive, centralisée, énormément d'actions et de tâches aussi de très bas niveau, il y avait certainement en germe un projet politique parfaitement non neutre derrière. Dernier point, dans l'excellent ouvrage de David Chavalarias, Toxic Data, paru récemment pour décrypter la façon dont les réseaux sociaux s'occupent d'organiser, de déformer le message de tout le débat public, certains des éléments qui sont analysés, par exemple, et qui montrent, s'il en était besoin, à quel point l'affaire n'est pas neutre, que dans à peu près tous les pays dans lesquels on a pu le mesurer, ça y est, des gens dont c'est le boulot que de mesurer le grand marché des idées, savoir si telle idée est plus ou moins puissante, où sont les facteurs d'intérêt, etc. Ben, à peu près partout, le fait de passer de la version orale et papier à la version numérique entraîne un décalage dans le monde des idées vers la droite au sens politique du terme. Plus ou moins prononcé selon les pays, et c'est quantifiable, plus prononcé aux États-Unis qu'en France par exemple, mais c'est systématiquement, partout où ça a été mesuré, vers la droite. À l'opposé, à coup sûr, du plan initial des pères et mères fondatrices de l'Internet, qui étaient plutôt dans une optique de partage, d'égalisation, d'égales opportunités partout. Mais la façon dont la technique et le numérique s'en est emparé a trouvé sa vie propre, sa fonction propre, et pour un ensemble de sujets, il y a ce projet politique non neutre. Merci. Alors, effectivement, vous nous avez décrit l'émergence finalement d'un monde où on aurait séparé en deux, où on aurait une IA produite par des pays producteurs en fait d'IA, qui serait donc pour schématiser les États-Unis, pourquoi pas, on verra, on en débattra après, l'Europe. Et puis de l'autre côté, des pays consommateurs finalement d'IA qui vont devoir produire des données pour ces produits et ces pays producteurs. Peut-être que, Ophélie, vous avez peut-être un mot à dire là-dessus, sur cette géopolitique qui est en train de se dessiner? Oui, je pense que alors c'est important de faire comprendre que tout est politique. Par contre, dire que le numérique, d'une certaine manière, a un projet politique non neutre, je pense que ce serait une erreur. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut faire le switch, en effet, entre les technologies, qui sont de toute façon multiples, et les acteurs derrière, certes. Alors bien sûr, c'était sous-jacent dans ce que vous dites, mais je simplifie un petit peu. Il n'y a pas de... Comment dire? Il y a des intérêts avant tout. Et à mon sens, c'est plutôt là-dessus, enfin, c'est souvent là-dessus plutôt qu'il faut faire un focus et qu'il faut comprendre en fait. C'est quel intérêt ont les acteurs à centraliser la technologie en fait. Tout à l'heure, on parlait de concentration justement de données qui permettent d'ailleurs le fait de concevoir ces technologies-là. On n'aurait pas pu en fait obtenir les technologies d'intelligence artificielle, enfin de génération, les Gen AI, de cette manière-là. On ne pourrait pas avoir des technologies de reconnaissance faciale et de surveillance urbaine telles qu'elles se développent en Chine et telles qu'elles le vendent un peu partout maintenant, si on n'avait pas eu une concentration de données et de pouvoir en fait du même coup. Et donc en fait c'est là où on part de la théorie, de ce qu'on observe, aux acteurs et ce qu'ils font et les raisons pour lesquelles ils les font. Et ces acteurs, c'est qui? D'un côté, les États, certes, traditionnellement, qui investissent beaucoup dans les technologies et qui, du coup, avec une forme de privatisation progressive des moyens d'action, donnent de l'argent non plus à des laboratoires, enfin, toujours, mais de moins en moins à des laboratoires publics et de plus en plus à des grandes entreprises privées. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, avec d'un côté, justement, la libéralisation,
l'émergence en fait de la big technologie versus la big science qui pouvait exister avec le projet Manhattan et ARPANET qui étaient des big science. Il y a un switch en fait entre la big science et la big tech à un moment donné où on va se retrouver avec des entreprises très puissantes financées par l'État américain. C'est ce qui se passe en Chine avec des investissements majeurs à la fois dans la recherche universitaire et dans le monde privé avec une manière très différente d'aborder et de contrôler les entreprises certes mais avec des investissements majeurs. Ce qui s'est passé aussi en termes d'État, c'est le choix d'une certaine manière d'une frugalité de gouvernement. On sait que les États se sont progressivement affaiblis. Suzanne Strange l'analysait déjà dans les années 80. Le fameux retrait de l'État, la frugalité de gouvernement selon Michel Foucault, c'est un peu cet État autophage qui en fait choisit volontairement d'affaiblir ses capacités d'action. Et là, en effet, en donnant un pouvoir à des acteurs technologiques, en finançant des acteurs technologiques plutôt qu'en produisant soi-même la technologie, on crée une dépendance de l'État vis-à-vis d'acteurs qui progressivement deviennent des monopoles ou des quasi-monopoles. C'est ce qui se passe pour les États-Unis, avec en parallèle un affaiblissement de leur politique antitrust qui fait qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à réguler des géants comme Google, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en face de ces États? On a l'émergence des acteurs privés, à la fin, dès déjà la fin de la Seconde Guerre mondiale et progressivement jusqu'à la fin du XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle, eh bien l'émergence en effet d'acteurs privés qui ont un poids géopolitique majeur, de plus en plus important, qui n'utilisent pas forcément les mêmes leviers de pouvoir, mais en ce qui concerne le numérique et par extension l'intelligence artificielle, qui n'est en fait qu'une surcouche de ce qui existe déjà en termes de rapport de force dans le numérique, eh bien, en effet, on peut à la fois inscrire dans cette sphère géopolitique à la fois des États, les États-Unis, la Chine, mais aussi leurs alliés directs, évidemment. La Russie est évidemment un acteur extrêmement intéressant en termes de numérique, mais il n'a pas d'acteur de géant de cette manière-là. Et derrière, surtout, en fait, derrière, je dirais, à côté, en fait, dans le même maillage, on a des acteurs privés qui font de la diplomatie d'entreprise, en fait, qui négocient avec leurs propres États d'origine, qui négocient ailleurs également en tant qu'entreprise transnationale pour choisir les meilleures conditions d'existence fiscales, économiques, etc. Et qui sont du coup réellement des acteurs géopolitiques. Alors bien sûr, on a comme disait Monsieur Villani tout à l'heure, des fous furieux comme Elon Musk. Je suis assez d'accord avec ça. On a affaire à un fou qui est très visible, très médiatisé. Derrière, on a des entreprises qui sont médiatiquement moins visibles, qui vont moins se montrer. Je parle d'Alphabet ou de Microsoft ou d'Amazon. Pour moi, Alphabet, par exemple, est une entreprise passionnante à étudier parce qu'elle cumule à la fois des pouvoirs, une puissance structurelle et une puissance nodale. La puissance structurelle avec des leviers de pouvoir structurels qui est celle de la transnationale, de l'entreprise transnationale, du multisectoriel puisqu'elle travaille autant sur l'énergie, l'agriculture, donc le numérique bien sûr, la santé, la sécurité, l'éducation, donc elle est vraiment multisectorielle, écosystémique, c'est-à-dire en capacité en fait d'auto-alimenter et d'alimenter entre elles de manière interdépendante ces différentes sociétés et technologies. Du câble sous-marin au logiciel qui permet de faire fonctionner en fait votre téléphone portable, par exemple, et puis une puissance nodale, puisqu'en fait, Google, par exemple, rend dépendant un certain nombre d'acteurs derrière, des États, des organisations, à ces technologies. Voilà, le câble sous-marin étant le summum d'une certaine manière de ce que peut être le pouvoir, en termes. Sachant que Google en plus est dans l'histoire du câble sous-marin le seul acteur en capacité financière d'être à lui seul propriétaire d'un câble transatlantique ou transpacifique en fait, des câbles immenses où Google est le seul propriétaire. Donc, c'est assez dingue dans l'histoire du câble sous-marin par exemple. Je m'arrête là parce que je vais un petit peu trop loin, mais voilà, c'était pour poser un petit peu l'évolution en fait de ce paysage-là géopolitique des États aux entreprises. Merci. Peut-être que vous voulez rajouter un mot sur justement cette émergence de cette nouvelle géopolitique finalement sur laquelle on s'interroge ici.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis pour rebondir sur ce que disait Ophélie, finalement, c'est cette hyper-concentration de moyens qui non seulement change la géopolitique, mais qui aussi, finalement, ce qui a été fait par le numérique, donner une autoroute après pour ces organismes-là, pour pouvoir développer l'IA, et notamment les grands modèles qu'on utilise aujourd'hui, puisque pour développer ces modèles, il faut énormément de ressources, et donc ils ont entre leurs mains toutes ces ressources à disposition. Donc, que ce soit les données, on l'a dit, toute l'infrastructure, et puis aussi tout ce qui, pour pouvoir stocker ces données, pour pouvoir aussi entraîner les modèles, ce qui demande énormément d'unités de calcul, ce qui a aussi un impact sur la géopolitique, d'un point de vue aussi matériel, hein, puisque vous savez que le numérique, ça utilise des terres rares, il y a certains composants, il y a toutes les tensions géopolitiques qui peuvent exister en Asie, par exemple entre Taïwan et la Chine. Donc ça a une répercussion aussi globale de ce point de vue-là. Et puis ça poursuit aussi pour justement l'extraction de ces matériaux, la logique coloniale que vous évoquiez. Puisque en Afrique, on va continuer, ou dans d'autres pays, dans des conditions assez terribles, et environnementales et humaines, à vouloir supporter cette croissance. Exactement. Donc il y a cet aspect-là, et puis après il y a aussi toutes les répercussions, alors qu'on voit peut-être pas encore aujourd'hui, mais finalement donc il y a cette infrastructure, ce matériel, et puis il y a aussi toute l'énergie qui peut être consommée. Il faut savoir que si vous utilisez ChatGPT, c'est pas anodin. Non seulement il a fallu énormément d'énergie, donc d'énergie électrique, il faut aussi énormément d'eau. Et puis plus toutes les ressources qu'il a fallu pour créer, donc vous l'avez compris, les data centers et puis les ressources de calcul, tout ça a un impact, parce que finalement c'est peut-être au détriment aussi d'autres populations. Pour pouvoir soutenir la croissance de ces modèles-là, il va falloir aller quelque part chercher ces ressources dont on sait qu'elles sont déjà en limite sur notre planète. Donc ça va peut-être aussi contribuer à bouleverser à nouveau ces équilibres-là dans les prochaines années. Alors c'est difficile de faire des évaluations exactes, surtout que forcément ces entreprises gardent secrètes les consommations réelles, mais des estimations disent que par exemple d'ici 2027, ce sera des pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas, ce sera la consommation de ces pays-là qui sera utilisée juste pour de l'IA générative, pour générer du texte ou des images. Donc ça pose question aussi sur le bien collectif qui sont les ressources de notre planète, et qu'est-ce qu'on en fait avec cette IA. Effectivement, on a souvent l'impression que l'IA, tout ce qui est rapport au numérique, c'est finalement plus écologique. Et c'est le discours que beaucoup d'entreprises veulent faire passer, finalement, que c'est plus écologique que le papier. Il y a une espèce d'éco-blanchiment, comme on dit en français, greenwashing en anglais, dont vous parlez dans le rapport sur l'IA. Peut-être que vous pourriez un peu développer aussi cet aspect sur la question du développement durable et de l'enjeu, effectivement, de ces nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de la place dans nos vies, et avec, finalement, notre énergie qui n'est pas infinie. Bien sûr, IA et numérique en général, comme on l'a vu en long et en large, il n'y a pas de définition précise de l'IA, multiplicité de techniques, et c'est très dur si on essayait de séparer IA de numérique en général, ça serait très dur. Et le numérique en général, la question du numérique durable ou venant avec un projet harmonieux de société est considérable, délicate, et quand elle marche, c'est qu'elle est portée avec une réelle volonté. Je veux dire, ça va en aucun cas se faire de soi. Donnons quelques petits rappels. Premièrement, fait géopolitique ou macroéconomique majeur, ces dernières années, la Chine importait davantage, je parle en nombre de milliards de dollars, davantage en puces et en matériel de semi-conducteurs qu'en pétrole. Et pourtant, c'est le pays qui, dans l'histoire de l'humanité, est le plus gros importateur de pétrole. Dans le niveau, on peut parler de choses dématérialisées, tout ça, mais ce sont des flux monétaires monstrueux, et derrière, des masses colossales en matériel. Les grandes entreprises d'IA qui sont spécialisées dans le logiciel, si ça se trouve, peuvent péricliter du jour au lendemain quand arrive un nouvel algorithme ou quand ils loupent une marche algorithmique, mais
les grandes entreprises industrielles, les Intel, Nvidia, ils sont partis pour rester, durer, super bien installés, tout ça. On est sur des enjeux physiques de construction énormes et gigantesques. On est sur des enjeux de ressources phénoménaux, que ce soit en énergie ou en matériaux. Il y a quelques années, comment il s'appelait, Pitron avait fait ses ouvrages, Guillaume Pitron, sur la guerre, les terres, la guerre des matériaux et terres rares et tout ça. On peut, et il y a eu des discussions sur certains des aspects de la présentation et certaines critiques qui avaient été faites, mais en tout cas avait le grand mérite de rappeler de façon très forte, c'est des enjeux physiques, les gars. On peut penser en algorithmique et tout ça, mais c'est des enjeux monstrueusement physiques là-dedans. Et donc, en matière de développement durable, harmonieux, il y a des enjeux qui sont gigantesques. Mais aussi derrière, exploitation dans les mines de coltan dans le Congo ou autres, sont là encore des ressorts qui relèvent de l'esclavagisme moderne. Dans les rapports de pouvoir, la simple situation que vous évoquiez à juste titre, le fait qu'il y a une entreprise privée qui aujourd'hui est capable de contrôler les communications interatlantiques ou autres à travers le contrôle de ces grands nœuds, c'est une situation démocratiquement très étonnante. Alors certes, Alphabet, c'est pas des méchants, c'est vrai. Et il y a pas de, c'est pas comme X / Tesla / les autres. Il n'y a pas de raison qu'ils partent en vrille d'un coup. Mais quand même, ça interroge par rapport à l'enjeu démocratique mondial que ça représente. Et quand on parle développement durable, c'est aussi l'arrivée de rapports aussi équilibrés, équitables, harmonieux que possible entre les différents pays. Et donc les enjeux ici sont juste considérables. Il y a plein de raisons et plein de projets dans lesquels les choses vont dans le bon sens. Oui, et dans le rapport de 2018, on avait consacré un chapitre entier à IA et écologie, aussi bien le bilan négatif que les utilisations, que les bonnes utilisations. Et j'ai eu l'occasion, en 5 ans de table ronde très régulière, d'en rencontrer plus de 100 des entreprises qui ont une utilisation remarquablement intéressante, durable, des choses auxquelles personne n'avait pensé dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Mais c'est jamais la technique qui va de soi-même suggérer cet usage. C'est toujours un projet politique qui se dit, tiens, comment est-ce qu'on va utiliser la technique pour ci et ça. Quand la volonté, c'est la volonté politique à placer là qui est en premier. Petit point sur lequel j'aimerais faire réagir Ophélie Coelho. Cependant, certes, Alphabet, comme on disait, c'est pas des méchants. Et au début, en leur fondation, leur devise, c'était Do not evil, do no evil. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Mais c'est quand même la plus grande entreprise de publicité du monde. Et absolument. On ne peut pas dire que la publicité soit un truc durable, globalement. Oui. Ah non, mais d'ailleurs, ouais, moi je suis pas du tout pour dire que c'est ni des anges ni des démons en fait. C'est-à-dire que, en fait, ils sont dans la quête du profit. Donc pour moi, voilà, c'est pas des bons acteurs ni des mauvais, mais en tout cas, ils cherchent leur intérêt. Et parfois, ils font des choses qui sont évidemment répréhensibles, que ce soit leur produit phare justement publicitaire, qui est en soi un problème et pose un modèle économique qui a des conséquences véritablement désastreuses. Et derrière aussi, ce qu'ils font en termes d'infrastructures de récupération et ce qu'ils font aussi quand ils essayent d'investir des nouveaux terrains en Afrique, etc. Voilà. Où on l'a vu à l'œuvre quand il y avait le vote de la directive des droits voisins bien au sûr, Parlement européen. Évidemment, le lobbying agressif d'une entreprise comme celle-ci. Donc oui, non, je suis pas du tout pro-Alphabet, loin de là. Alors, on a bien compris que vous nous décriviez effectivement l'émergence voilà, de gros blocs où vous avez d'un côté les États-Unis, peut-être de l'autre côté donc avec ce qu'on appelle les GAFAM, et de l'autre côté la Chine avec les BATEX, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et en fait, donc on comprend bien que ce sont des entreprises qui sont aussi financées par ces États, hein, alors pas forcément directement, mais par le biais de crédits d'impôt de recherche, pas des lois comme celle de l'IRA par exemple, donc qui a la loi sur l'inflation, mais qui on s'aperçoit dans le corps de la loi qu'elle défiscalise énormément en fait. Et qui est la mise en place de lois extraterritoriales qui permettent aussi de mettre la main sur les données qui ne sont pas produites sur le continent américain, par exemple. Donc, une fois que vous nous avez dressé ce tableau, qu'est-ce que fait l'Europe là-dedans ? J'ai envie de dire, en quelques mots, est-ce que finalement, on peut
miser sur l'Europe pour nous assurer une utilisation éthique et responsable de ces outils, c'est-à-dire qu'ils soient en adéquation avec les valeurs de l'Europe, qui sont inclusives, égalitaires, transparentes. Autrement dit, est-ce que l'Europe peut-elle encore être la troisième voie, donc entre la Chine d'un côté, qui on l'a compris, une utilisation assez autoritaire, assez autoritaire en fait de l'IA, les États-Unis qui sont pro-marché, en tout cas, comme vous avez dit, c'est des entreprises qui répondent à la loi de l'offre et de la demande. Finalement, qu'est-ce que le modèle européen ne peut apporter et comment défend-elle ses citoyens? En 10 minutes. Chacun à votre tour, s'il vous plaît. Tu veux commencer, Marianne? Parce qu'il ne faut pas qu'on monopolise toujours la parole. Alors, à mon sens, concernant l'Union européenne, évidemment qu'il y a des choses à faire. On n'a pas perdu la guerre, entre guillemets. En fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on s'éloigne de certaines technologies qui sont justement ces puissances nodales dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être en capacité de peser dans le rapport de force. Ce n'est pas forcément de tout maîtriser, d'accord? Et puis on n'est pas la Chine. La Chine a ciblé 35 technologies clés sur lesquelles elle s'est dit « Allez, pendant 5 ans, on bosse dessus et tous les 5 ans, ils remettent à jour leur listing. » Mais en grosso modo, ils ont quand même beaucoup de clés pour ça. Entre la mine, la logistique, les usines chez eux et un certain nombre de brevets, ils ont beaucoup de choses de leur côté. Nous, en Europe, on ne va probablement pas être en capacité de maîtriser toute la chaîne et on ne veut pas forcément le faire. Mais néanmoins, il faut qu'on se concentre sur ces fameux nœuds de dépendance. Les nœuds de dépendance, c'est quoi? C'est là, en fait, où on va créer des obligations de passage, en quelque sorte, que ce soit dans un cloud, par exemple. Dans un cloud, vous avez une plateforme logicielle dans laquelle des acteurs privés et des utilisateurs, en fait, vont aller chercher des données et des briques logicielles. Donc c'est quelque chose, c'est un combat qu'il ne faut pas qu'on délaisse, par exemple, le cloud. Contrairement à ce qu'on peut dire, surtout dans des secteurs stratégiques. Et quand je parle de secteurs stratégiques, c'est bon pour la société. La santé, le sécuritaire, l'éducation et la finance. Voilà. Il y a des piliers en fait au niveau de la société qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà. Donc si, par exemple, dans les universités, peut-être arrêter d'utiliser que des outils privés, mais permettre au contraire d'apprendre à utiliser des outils qui ne vont pas aller récupérer les données de recherche et les données personnelles des étudiants, par exemple. Vraiment favoriser en fait un emploi beaucoup plus sain, tout simplement, beaucoup plus sain et raisonnable des technologies. Et ensuite, il y a d'autres secteurs clés. Les puces, évidemment, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, c'est un gros sujet, les puces, puisqu'on a vraiment... Aujourd'hui, on n'a pas que Nvidia, loin de là. Toutes les grandes entreprises qu'on a citées depuis tout à l'heure, que ce soit de Amazon, Google, Meta, Microsoft, c'est un peu différent, mais ils conçoivent aujourd'hui leurs propres puces, notamment pour des usages d'intelligence artificielle. En face, on a la Chine qui sort des puces photoniques, et voilà, qui commence à utiliser des puces photoniques. Bon, après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais a priori, ça a l'air d'être plutôt intéressant comme projet. En Europe, on a des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Il faut qu'on spécialise probablement dans certaines niches. Je ne vais pas aller au-delà, mais vous avez compris la logique. Se concentrer sur certains points en fait, qui sont stratégiques et sur lesquels on peut peser dans la négociation. Voilà. Marianne, peut-être, avant de finir avec Cédric Villani? Oui, je pense que peut-être que vous avez tous entendu parler de l'AI Act, donc, qui a été voté cette année, en juin, donc, qui est une loi européenne pour tenter de réguler l'usage de l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est pour ça peut-être que voilà, Camille, vous évoquiez le fait, est-ce que l'Europe essaie pas de se mettre un peu en tant que, je sais pas, acteur qui viendrait un peu réguler tout ce qui peut se passer. Alors d'un côté, on a la Chine qui autorise effectivement des applications que nous, en tant qu'Européens, on a décidé d'interdire. Donc, typiquement, le scoring social, voilà, certaines applications de reconnaissance faciale, etc. Le grand principe derrière l'AI Act, c'est d'avoir une approche fondée sur les risques. Donc, on va venir essayer de classifier les applications d'IA en fonction de leurs risques et du coup, essayer de prendre des mesures en fonction de ça, de mesures de sécurité pour garantir un usage éthique, responsable, qui respecte les droits des personnes, etc.
etc. Donc on va voir comment ça va, dans les faits, se matérialiser, quel impact vraiment va avoir cette loi. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que de notre point de vue, nous, d'Européens, et notamment, on évoque souvent les questions éthiques, il faut se dire qu'il n'y a pas une seule réponse à ça, et que finalement, cette démarche de vouloir réglementer tout de suite, je pense qu'elle est plutôt bonne dans l'idée où ça initie cette réflexion et ça ouvre le débat. Et finalement, ce débat, il n'est pas fini. Je pense que voilà, on vous a convaincu là qu'il y a énormément d'aspects sur lesquels il n'y a pas encore de réponse, il y a énormément de choix à faire. Donc voilà, il faut peut-être rester dans ce dialogue. Et peut-être aussi, étant donné que finalement, au niveau des États-Unis ou des acteurs comme la Chine, c'est des choses qui sont assez centralisées, assez autoritaires aussi, en tout cas dans la façon de faire. Est-ce que l'Europe n'a pas une voix à jouer en essayant d'adopter une approche un peu différente et peut-être justement en essayant d'impliquer davantage les citoyens, ou que, en tout cas, voilà, le pouvoir ne soit plus seulement aux mains de certains grands acteurs qui concentrent toutes les ressources. Alors, j'ai pas les réponses aujourd'hui pour y arriver, bien sûr, mais voilà, en tout cas, ça pourrait être une voie que prend l'Europe, qui n'est pas encore dans les faits. Et puis, voilà, il y a ces questions de moyens, effectivement, et je pense que Ophélie a raison, le fait de venir s'intégrer dans ce jeu, c'est peut-être venir... on ne peut pas tout de suite pouvoir être en compétition, on n'a pas les usines de production, on n'a pas certaines concentrations, mais peut-être qu'on peut venir autrement s'insérer dans cette équation géopolitique. Un dernier mot, Cédric Villani, sur... Ouais. D'abord, quiconque a fait un petit peu de politique nationale et internationale, c'est que les grandes différences, c'est que l'international, c'est presque toujours sur le rapport de force que ça se joue. Au niveau national, vous pouvez avoir des règles, des lois, des choses. À l'international, les grands accords internationaux sont bafoués chaque jour. Et le seul moyen d'avoir quelque chose, c'est d'imposer le rapport de force, d'avoir le moyen de faire du chantage, des pressions, d'avoir des choses à offrir en échange et tout ça. Et quand on parle de l'Europe, et souvent on dit, oui, mais ça passe tout son temps à faire des normes et tout ça. Attention, les normes dans le cadre européen sont un moyen de pression considérable. Parce que derrière, dans le cadre de ces grandes entreprises commerciales, il y a des accès au marché qui peuvent être fermés ou pas. On l'a vu dans les passes d'armes entre Thierry Breton et certains propriétaires de grands réseaux sociaux qu'on a déjà cités trop de fois aujourd'hui. Et donc, aucun des grands acteurs aujourd'hui ne peut se passer de ce qu'est le grand marché européen ou l'accès à l'économie européenne en général. Maintenant, évidemment, ça ne peut pas être tout. Et dans ce domaine, il faut d'autres atouts et d'autres puissances pour se faire respecter. L'un dans lequel l'Europe est très fournie, c'est la question cérébrale, si je veux dire. Compétences en programmation, compétences en modélisation, compétences en toutes les branches scientifiques et mathématiques impliquées, y compris statistiques. Comme on le faisait remarquer à juste titre, il y a quelques instants, souvent ce qu'on appelle aujourd'hui IA, il y a quelques temps, on aurait juste dit statistiques avancées. Ben oui, même certains disent, de toute façon, dès qu'il y a une moyenne quelque part, on peut dire que c'est de l'IA, si ça peut attirer des investisseurs et tout ça. Voilà. Bon. Et c'est la grande revanche historique des statisticiens et statisticiennes. Et là, l'Europe est très, très pourvue. On n'a pas toujours su les retenir, ni les exploiter. La fuite des cerveaux, soit à l'étranger, ça pouvait être typiquement depuis l'Europe, soit en Suisse, si on ne considère pas ça comme l'Union européenne, soit aux États-Unis ou au Canada. Soit à l'intérieur, dans les succursales européennes des grands groupes internationaux, est toujours un enjeu majeur, qu'on ne sait toujours pas contrer. De même que l'intégration des remarquables écoles algorithmiques, mathématiques d'Europe de l'Est, qui aujourd'hui sont extraites d'Europe de façon extrêmement efficace par le continent nord-américain. Mais en termes de ressources naturelles, si on veut, c'est une région du monde, l'Europe, dans laquelle il y a des écoles extrêmement très bien formées, des très, très bonnes formatrices, et une grande compétence algorithmique. Et c'est un atout
valorisé, qui pourrait être encore bien mieux valorisé. Et puis, bien sûr, le gros sujet, l'énorme sujet, c'est l'industrie. Il suffit de 30 programmeurs intelligents, carrure internationale, motivés pour mettre en place un super algorithme d'IA. On l'a vu avec Mistral, on le voit peut-être avec le projet QTI qui est en train d'émerger, qui est intéressant, tout ça, mais en tout cas, vous pouvez avoir le top niveau à peu de frais là-dessus. En revanche, pour mettre en place une industrie à niveau mondial de semi-conducteurs, d'ordinateurs ou qui sait quoi, vous pouvez en mettre 30 ou 300 ou 3000. C'est pas ça qui va suffire. Il vous faut tout un ensemble de procédures, de savoir-faire, de capitaux, d'investissements, de tissus. C'est un truc monstrueux. Et évidemment, dans ce domaine, non seulement il y a un besoin énorme de valoriser l'énergie, l'industrie déjà existante, mais encore de la renforcer. Peut-être de façon paradoxale, peut-être pas paradoxale après tout, l'émergence de cette couche de haut niveau algorithmique qui vient bouleverser un peu tout, rend d'autant plus importante le fait d'avoir le soubassement technique, industriel, matériel. Et ça, c'est beaucoup plus dur à mettre en œuvre, à favoriser, c'est du solide et du dur. Mais tous ceux qu'on a cités, les grands groupes, s'appuient sur on réussit à mettre en place ou à contrôler de façon très efficace des industries énormes, en dur, de dur. Merci. Alors, pour résumer... Et puis, dernière chose, pardon, l'Europe, en la matière, sans aucun doute, elle progresse. Merci. Donc l'Europe progresse par la mise en place de normes, si j'ai bien compris, qui permettront effectivement de mettre en place un univers qui va créer, enfin un écosystème qui va permettre de créer un effet et rechercher des effets d'échelle finalement et pouvoir construire une industrie. Oui, mais ils ont compris aussi, en tout cas, on est encore loin de l'application, mais en tout cas, ça a compris très clairement au Palais Berlaymont comme au Parlement européen, ça a compris qu'il y avait aussi besoin d'industrie, de réindustrialisation et de tout ça, et que ça n'allait pas juste se jouer tout dans la contractualisation et tout. À un moment, il y avait le projet, comment il s'appelait, la Gaia X, qui était complètement absurde de ce point de vue-là. Oui, oui. Alors là-dessus, tout à fait. Alors je voulais juste revenir sur une chose. Ce qui peut être un problème néanmoins pour le numérique, c'est que c'est souvent un sujet qui est considéré comme un sous-sujet. Et on va prendre un exemple, juste pour terminer là-dessus. Concernant les progrès de la réglementation, par exemple, il y a à peu près 2 ans, il y avait Schrems 2. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mais juste un tout petit résumé. Schrems 2, c'était en fait un texte qui disait que le Privacy Shield, qui permettait en fait aux entreprises américaines de fournir les données des Européens à l'État américain, donc c'est vraiment un objet de surveillance, n'était pas valide, ne respectait pas en fait le règlement, le RGPD. Donc, en fait, reconnaître cela, c'était une manière de faire évoluer le droit du numérique européen et de dire, ça faisait longtemps qu'on le savait, ça faisait depuis 13 ans, hein, mais bon, on avait enfin tapé du poing sur la table. Mais ça n'a pas changé. En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec avec un nouveau Privacy Shield, un équivalent. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine, le problème du gaz, en fait, de la fourniture en gaz, et les négociations très importantes sur le gaz de schiste américain. Donc, en contrepartie, on a laissé tomber Schrems 2. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le numérique, dans des moments de crise, non seulement bénéficie des moments de crise, puisque tous les investissements sont redirigés vers les grandes entreprises, vers ces grandes entreprises, notamment producteurs de technologies. Ce serait des laboratoires, on financerait des laboratoires, mais là, il s'agit de multinationales. D'un côté, ils bénéficient de ça, et de l'autre côté, le numérique est considéré comme un sous-sujet, parce que c'est un sujet de long terme, en fait. Et parfois, il y a des sujets immédiats, tels que la fourniture en énergie, qui va prendre le dessus. Et ça, vous pouvez tout à fait être militant, dirigeant de la Commission européenne sur les sujets numériques. Quel argument vous allez trouver face à ça, à un moment donné, à un moment clé ? Donc en fait, il y a le sujet industriel, il y a le sujet de la réglementation, avec tout ce qu'il y a derrière, qui est que pendant des années, on parle de sujets complexes qu'on n'a jamais travaillés. Voilà, donc c'est des brouillons, en fait, tout ça. Et en plus de ça, il y a tout le contexte en fait, géopolitique et des aspects qui parfois sont vus comme plus urgents. Voilà, juste comme Merci. ça pour... L'exemple est en plein dans le mille. Pardon. Je vais juste rajouter par-dessus, ça m'évoque ce sujet en termes géopolitiques. Laissons tomber le gros sujet numérique qui me fait exactement penser à l'argument qui a été développé du côté américain pour écarter le problème des lois antitrust appliquées aux grands groupes. Oui. Bon.
Dans la grande tradition américaine, on se méfie des trusts. Mais quand ça a été mis sur la table, le gros argument qui a été développé aux États-Unis, c'est bon, ok, ça ne respecte pas la loi antitrust, mais on est en compétition avec les BATX chinois, on ne va pas démanteler nos fers de lance numériques dans ce moment-là. Et donc l'intérêt géopolitique vient écraser la question légale, réglementaire. Effectivement, compétitivité versus antitrust. On va passer la parole à la salle. Donc j'ai vu à ma droite, deux là, sur ces questions qui sont très intéressantes, effectivement, sur lesquelles on pourrait débattre des heures, sans même entrer dans les aspects techniques, d'ailleurs. Oui, bonsoir, merci. Je vais me lever comme ça. J'ai deux questions déjà. La première, il y a eu récemment une info de chercheurs d'Oxford, je crois, qui parlaient de risques systémiques liés à l'IA et de risques de catastrophe sur le fonctionnement intrinsèque de l'IA. Donc j'aimerais savoir si vous avez des éléments à ce sujet. Et puis l'autre question, vous parlez de l'action des États de l'Union européenne, et nous, en tant qu'individus ou éventuellement militants, associatifs ou autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? Est-ce que vous avez des... Alors, je ne vais pas vous demander un rapport en 250 pages, mais au moins des orientations à nous conseiller. Merci. On va peut-être prendre toutes les questions, histoire de pouvoir répondre à un maximum d'interrogations. Merci. Je voudrais interroger sur les relations entre l'IA et le nucléaire, l'énergie nucléaire. On vient d'apprendre qu'aux États-Unis, Microsoft a réussi à réouvrir une unité de 3 Mile Island, qui avait été un des gros accidents aux États-Unis du nucléaire, qui avait été donc stoppé, et que Microsoft donc commence à réouvrir une unité de cette centrale. Et par ailleurs, il y avait une émission à France Inter dimanche dernier à Marseille, au centre de data de Marseille, qui est déjà construit et qui projette donc de construire des SMR pour produire leur propre unité énergie nucléaire pour refroidir en particulier les centres de data. Ce centre de data à Marseille. Et donc la nouvelle pour les États-Unis, c'était dans Le Monde avant-hier, enfin jeudi. Il y a une question à droite, me semble-t-il. Bonjour, merci déjà pour l'intervention. Je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur juste avant. Je crois que quand il parlait des risques intrinsèques, c'est les risques de données synthétiques, l'amplification d'hallucinations chez les IA. Et moi, ma question, c'était plutôt dans notre rapport, en fait, par rapport aux autres pays. En fait, il y a un rapport impérialiste. On doit utiliser des ressources rares dans des pays en voie de développement. Ça veut dire qu'en fait, on va tous se jeter, les trois axes, la Chine, les États-Unis et l'Europe, sur des pays et contraindre leur développement, parce qu'il faut... on ne peut pas avoir de démocratie dans un pays où on va forcer des gens à exploiter du coltan ou des choses comme ça, comme vous le citez. Donc comment est-ce que nous, on va se positionner en tant que un peu fer de lance de la démocratie mondiale là-dessus, quoi. On va peut-être prendre une dernière question rapidement. Oui, vous avez parlé en fin d'intervention du rapport avec le monde industriel. On voit que l'IA est rentrée dans les portefeuilles gouvernementaux en France, mais a quitté Bercy. Qu'est-ce que ça peut dire, sans faire un commentaire national, mais d'une possible posture que pourrait avoir la France en sortant l'IA du côté un peu industriel et en le mettant... Est-ce que ça préfigure éventuellement des choses intéressantes pour nous, une posture différente? On vous écoute.
Moi, je voulais peut-être revenir sur les risques de catastrophe. Donc, c'est peut-être la première question, si je me souviens bien. Donc, effectivement, le risque, vous l'avez dit, alors, d'une part, il y a l'humanité qui produit des données. Donc, ça, on l'a dit, il produit massivement. Il y a peut-être une certaine catégorie du monde qui le produit. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a plus assez de données pour entraîner les gros modèles. Donc, on peut produire des données synthétiques supplémentaires, donc qui sont des données créées à partir de données existantes ou sur des modélisations, donc avec tous les biais qu'on a déjà évoqués et qui peuvent se rajouter. Donc effectivement, c'est un risque aussi que on vienne s'enfermer dans une vision finalement qui a été décidée à un temps T parce que on n'aurait pas ce recul sur les données, on ne saurait pas les faire évoluer. Donc ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'il y a un autre risque aussi, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on va commencer à déléguer. Alors, c'est déjà le cas avec le numérique, de manière générale, mais avec l'IA, il y a énormément de tâches cognitives qu'on peut arriver à déléguer à l'IA. Donc, effectivement, un risque aussi, c'est qu'il y ait cette perte de compétences et que demain, si on est confronté à des cas nouveaux, on ne sache pas les gérer. Et ça, on sait que le monde évolue, donc c'est bien normal. Donc, notre perception du monde, notre lecture du monde, et puis les données aussi qui peuvent le régir évolue. Donc si aujourd'hui, si demain, on perd la compétence parce qu'on se repose uniquement sur des algorithmes, il peut y avoir ce risque. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Alors je sais qu'il y a certains domaines qui peuvent déjà se poser ce genre de questions. Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur des projets d'application d'IA en santé. Et c'est des questions qui se posent aujourd'hui. C'est de dire, si demain, les médecins ils savent plus se former, les radiologues ne savent plus lire des radios, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il se trouve que la santé, c'est quand même un domaine assez déjà réglementé et qui se pose énormément de questions éthiques. Et en ce sens, je pense que ça peut être un secteur à partir duquel on peut venir prendre des réflexions intéressantes. Et donc là, ils se disent, finalement, comment est-ce que je viens intégrer les IA dans mon processus de décision pour que, d'une part, évidemment, ça soit éthique et bien pensé pour le bénéfice du patient, mais aussi pour penser qu'à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer et quelle va être la médecine de demain et quels peuvent être les impacts. Donc, ce qu'on se rend compte notamment, c'est que si on vient faire intervenir l'IA trop tôt et que c'est chez les jeunes médecins, en fait, ils sont encore plus mauvais que l'IA toute seule. Alors que si on vient interagir avec ces outils-là sur des personnes plus experts, là, on obtient de bons résultats. Mais du coup, ça veut dire que ces personnes expertes, elles ont déjà été entraînées en dehors du contexte de l'IA. Donc là, c'est dans le cas, évidemment, d'une relation entre une personne et puis cet outil. Mais si on se dit qu'on vient tout automatiser parce que c'est des tâches qui sont effectivement automatisables et qu'on perd cette compétence, cette formation, ça peut avoir des risques demain. Donc, évidemment, à la santé, des risques à l'échelle de l'individu, à l'échelle pourquoi pas d'une population dans le cadre d'une épidémie, mais on l'a vu sur des systèmes, par exemple, de gestion de l'énergie ou de gestion des ressources, ça pourrait en fait avoir un impact aussi assez important sur des populations, et notamment sur des populations qui pourraient être déjà, bien sûr, défavorisées, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Peut-être je vais laisser un peu la parole pour la suite. Cédric Villani, oui. Un mot sur la question... La question européenne, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour aider l'Europe à avancer là-dedans et comment faire pour se dégager des réflexes ou grands carcans de type domination ou colonialiste qu'il y a dans le monde un peu partout. Premier, bien sûr, en tant qu'individu citoyen, en avoir conscience, y penser dans nos différentes activités. Bien sûr, on pense tout de suite à l'achat, mais il faut penser aussi à la sphère politique. L'Europe a bien des défauts, mais c'est le territoire dans le monde où il y a le plus qui politiquement est le plus conscient de l'enjeu de durabilité, de respect des droits des citoyens, et ainsi de suite. Peut-être aussi que par le passé, c'est le continent qui s'est le plus... entre-déchiré et tenté d'anéantir. Il y a une petite question, leçon de l'histoire là-dedans. Sur un sujet qui est très lié à la vie privée, c'est aussi dans les principes fondamentaux de l'Europe, le droit à la vie privée est inscrit en dur, avec les conséquences que ça peut avoir. Et donc, en tant que citoyen, déjà, agir là-dessus, c'est... pour les élections européennes, en particulier, voter pour des partis qui portent le projet européen. Ça laisse quand même de la marge
Historiquement, c'est les chrétiens démocrates, sans aucun doute, qui ont le plus porté le projet européen. Les chrétiens démocrates, les socio-chrétiens, de Monnet à Delors. Les écologistes sont aussi très européens pour des questions évidentes de mise en commun, de pollution, d'importance énorme et tout ça. Les libéraux sont classiquement dans tous les pays des grandes structures, aussi bien pour des questions de rapport de force économique que pour des questions de marché unique. Donc ça vous laisse quand même le choix entre différentes familles de pensée qui ont à cœur, vraiment, dans leur trip, la construction européenne. Et au Parlement européen, on a plutôt régressé par rapport à ça. Entre la dernière constitution du Parlement et l'actuelle, on voit qu'on a la proportion de partis élus au Parlement européen qui sont anti-européens a régressé. Et ça, en tant que tel, c'est pas bon pour la capacité d'action de l'Europe. Deux exemples de choses qu'a pu faire l'Europe qui vont dans le bon sens. La directive, tous les débats qu'il y a eu ces dernières années sur le devoir de vigilance et des règlements contraignants à avoir en tête qu'une entreprise qui fait du commerce est aussi responsable de la façon dont ses sous-traitants agissent. Et que s'il y a des pratiques qui sont de type esclavagiste derrière, je ne peux pas juste dire « je ne sais pas ce que font mes sous-traitants ». Ou le débat sur le fameux fonds sur comment ça s'appelle, loss and damage, les grands fonds de compensation écologistes internationaux pour aider à la transition pour les pays qui sont les plus affectés par les calamités climatiques, pertes et dommages. Si les discussions ont abouti à la COP de Sharm el-Sheikh, au moins sur le principe, alors que c'était bloqué avant, c'est en partie parce que l'Europe a pesé pour que ça se fasse. Et l'Europe a pu peser pour que ça se fasse parce que dans ces grandes commissions, que ce soit la COP pour le climat ou la COP pour l'IPBES, l'Europe parle d'une seule voix. Par principe, le représentant de l'Union européenne porte la voix, la position commune de tous les États membres de l'Union européenne. Sans quoi, jamais on n'aurait eu ce vote du principe de loss and damage. Ce sont deux exemples importants pour des sujets complètement d'actualité où l'Europe a agi dans la bonne direction. Un tout petit mot sur la question nucléaire, mais je ne vais pas lancer le débat on va pas lancer le débat à fond sur le nucléaire ici, sinon on en dit pour longtemps. Mais nucléaire est évidemment, c'est pas qu'une technique, c'est aussi une culture, un état d'esprit, tout ça. Et l'expérience montre que les sphères, dans les milieux où l'on aime bien les solutions numériques en général, souvent on aime bien aussi l'idée et le principe du nucléaire. Bill Gates, c'est un fervent partisan des grands, des petits nucléaires, explique dans son ouvrage comment c'est majeur de renucléariser les États-Unis de façon massive, multiplier la production d'électricité par 5, c'est dans le livre de Bill Gates, en construisant à tour de bras des centrales nucléaires comme s'il en pleuvait. Il y a une culture en tout cas commune. Ouais. Alors moi, je voudrais revenir principalement sur la question de l'énergie, mais aussi la question de l'impérialisme. Je pense qu'il faut quand même rappeler quelque chose d'important pour nos sociétés. Au XIXe siècle, on a considérablement changé notre manière de travailler et de vivre. Et progressivement, en fait, au XIXe siècle, XXe siècle, on est passé du statut de travailleur-objet à celui de travailleur-citoyen, en protégeant de plus en plus le salarié et le citoyen, en se disant que du coup on avait fait évoluer, bouger les normes, bouger les choses, etc. Et que du coup on était plus moraux en fait dans notre manière de produire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a externalisé le travailleur-objet, on a externalisé la cruauté du travail ailleurs avec la mondialisation. Donc en fait, voilà, on n'a pas vraiment réglé les problèmes. Les enfants ne travaillent plus chez nous, mais ils travaillent dans les mines de cobalt en RDC. Donc voilà, faut quand même remettre les choses. Et le problème de ça, c'est que le numérique est profondément lié à toutes ces activités qui sont très sales, très immorales, très mondialisées. On parlait tout à l'heure des travailleurs du clic, des travailleurs à la tâche, en fait. Antonio Casilli a fait un travail incroyable là-dessus pour parler de ces travailleurs-là. En fait, on a externalisé tous ces boulots-là. Aujourd'hui, si on veut plus de numérique, en fait, on cautionne ça. Hein. On cautionne plus de mines qui ne seront jamais des mines propres. Le travail de la mine, c'est pas un boulot qui sera propre un jour. Et il est probable qu'on ne pourra pas non plus tout mécaniser au point de faire en sorte qu'il n'y ait aucune exploitation, aucun danger, etc.
Et puis environnementalement, on ne peut même pas en parler. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe pour les territoires qui sont exploités. Donc oui, en effet, du coup, l'impérialisme, ça vient de là, en fait. On a remplacé les modes de colonisation anciennes par du néocolonialisme. Et c'est du néocolonialisme autant dans l'industrie minière que par la suite. Bon, on pourrait parler évidemment de l'énergie, c'est pareil, hein, de ce point de vue-là. Et en termes de numérique, ça va être aussi une forme d'expansion, hein, aussi, que ce soit par les infrastructures et par les données, en fait. Hein, si on parle, par exemple, de la transformation numérique en Afrique, ce qui se passe, en fait, c'est que les entreprises chinoises et américaines ont déjà occupé le terrain. Et en réalité, du coup, il n'y a pas du tout de place. Autant en Europe, on a la possibilité de faire quelque chose. En Afrique, c'est très compliqué pour des entreprises africaines de se faire entendre et de contrôler les données, en fait, de leurs citoyens. C'est quelque chose de très compliqué dans ce cadre-là. Donc, il y a un néocolonialisme persistant qui ne va cesser de grandir, en réalité. Et finalement, cet expansionnisme, notamment celui des centres de données, parce que pour faire de l'IA, pour faire du numérique, il faut des données, il faut des centres de données derrière. On nous dit qu'il y en aura de plus en plus, des méga centres de données qui sont par ailleurs installés un peu partout en Europe. C'est pas pour rien, hein, la transformation numérique africaine, à votre avis, elle va venir de quel centre de données? D'abord de l'Europe. Parce que même s'il y a des centres de données qui sont en train de se construire en Afrique, ça prend du temps, et notamment parce qu'il faut de l'énergie et des ressources en eau. Et c'est pas partout en Afrique qu'on a un réseau absolument stable d'énergie et d'eau. Donc pour l'instant, ce sera en Europe. C'est aussi pour ça qu'on a des gros centres de données qui se construisent en Europe. C'est pour la transformation numérique africaine. On peut dire les bons côtés, hein, de cette chose-là. Mais les mauvais côtés, c'est que c'est une forme aussi de néocolonialisme. Et que ça bouffe beaucoup d'énergie. Le problème de l'énergie, donc. Regardez les investissements des big tech dans le secteur de l'énergie. C'est considérable. À la fois dans les structures énergétiques, centrales nucléaires, centrales solaires, d'ailleurs dans certains pays africains, mais pas seulement, hein, et aussi la partie logicielle, tout ce qui est virtual power plant, avec des investissements dans des startups spécialisées dans la gestion d'électricité, la gestion smart. Tout ça n'est pas anodin. C'est encore un autre secteur progressivement accaparé par ces grandes multinationales. Voilà. C'est pas pour faire que le focus là-dessus, bien sûr qu'il y a plein d'autres entreprises importantes, mais regardez bien ce qui se passe. Du coup, on passe du numérique à des ressources essentielles, en fait, hein, qui ont un impact, au final, à la fois sur le territoire. C'est pas rien de mettre en marche une centrale nucléaire sur un territoire. C'est pas rien d'aller pomper dans les ressources en eau. C'est pas rien d'aller partager, en fait, le maillage électrique, les grids, en fait, hein, les grilles électriques avec l'ensemble de l'industrie du territoire, quand on a des méga centres de données. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais voilà. Donc, quand même, la conclusion, c'est qu'au final, entre impérialisme, néocolonialisme d'un côté et accaparement de ressources essentielles avec une expansion territoriale, des enjeux économiques majeurs, on se rend compte que nous... Enfin, voilà, c'est compliqué. En fait, le choix, c'est quoi? Quel est le choix aujourd'hui? Moi, je ne pense pas que les choses vont s'arrêter. Je ne pense pas que le numérique va disparaître. Je pense que ça ne va que s'augmenter, qu'il y aura une forte inégalité technologique, qu'elle va s'accroître, cette inégalité technologique, mais que malheureusement, on va continuer malheureusement à aller dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il y aura une continuité de l'exploitation, une continuité de ces rapports de force qui ne vont faire que s'accentuer. Mais je suis peut-être trop pessimiste. Oui. Au-delà des rapports de force entre pays, moi, je voulais souligner un aspect dont on n'a pas encore évoqué, c'est aussi finalement les inégalités qui constituent, mais à l'échelle même de la France ou d'une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, chacun en tant que citoyen, c'est pas tout le monde qui bénéficie de l'IA ou qui l'utilise. Aujourd'hui, en France, la fracture numérique, elle se creuse en vérité. Et du coup, l'arrivée de l'IA ne fait qu'amplifier ces choses-là. Donc ça se passe à l'échelle de la France, mais ça se passe aussi à l'échelle du monde, effectivement, dans tous les pays. Aujourd'hui, je crois le taux d'électronisme, donc les personnes qui ne savent même pas se servir du numérique, je crois que c'est 15% en France quand même. Donc on peut déjà se poser des questions. Donc ça englobe même pas l'IA. Hein. Je pense qu'il y a... Alors vous êtes venu peut-être aujourd'hui ici parce que voilà, la thématique vous intéresse, que vous êtes peut-être des personnes en situation favorable voilà, dans la société et que vous avez pu aussi vous déplacer jusqu'ici. Mais en vérité, il y a aujourd'hui énormément de gens qui sont éloignés de ça. Et pour faire écho au titre de cette table ronde, ben, ça
pour moi, ça pose un vrai enjeu aussi en termes de démocratie. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, les décisions qui sont prises, finalement, voilà, vous exhortez à aller voter, je suis bien d'accord avec ça, mais comment est-ce qu'on peut aussi prendre des décisions éclairées quand on ne comprend même pas de quoi on parle? Donc, je pense que ça aussi, c'est un enjeu assez fort, et je ne sais plus qui avait posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Pour moi, voilà, pour moi, effectivement, de contribuer à démocratiser, à expliquer les enjeux, comment ça se passe, quels sont les tenants et aboutissants de cette technologie et de toutes ces implications politiques, on l'a vu. C'est aussi s'armer demain pour faire en sorte que ce ne soit pas que des personnes déjà privilégiées qui viennent s'octroyer le pouvoir et les bénéfices que ça peut engendrer. Et puis une autre remarque aussi, alors qui ne fait pas forcément écho aux questions, mais finalement on n'est pas venu interroger aujourd'hui l'intérêt de l'usage de ces technologies. Et on sait que voilà, on est dans une course au progrès. Alors si on l'a peut-être évoqué, aujourd'hui ça fait bien de mettre de l'IA quand on veut lever des fonds, quand on fait un projet, mais est-ce que fondamentalement c'était utile et qu'on n'aurait pas pu faire sans, et donc sans amplifier ses rapports de force, utiliser ses ressources, etc. Je pense que c'est aussi un enjeu sur lequel il faut se saisir et venir interroger la pertinence de ces usages. Je suis convaincue qu'il y a vraiment des usages extrêmement intéressants et utiles pour la société de ces technologies, mais il y en a aussi énormément qui ne servent à rien, et je pense qu'il faut le dire. Donc je pense que ça fait aussi partie de l'enjeu démocratique. Le mot de la fin, Cédric Villani. D'abord, une petite citation. Quand je bossais en 2018 sur le rapport IA et que j'avais été à l'étranger ici et là pour recueillir les voix de certains labos de recherche et de certains politiques, j'avais été marqué par la formule d'un ministre d'un pays asiatique qui m'avait dit texto « AI is the greatest inequalizer ever ». Le plus grand inégalisateur qu'on ait jamais inventé. Et puis une référence, puisque Camille a placé la séance au départ sous le signe de Freud, et qu'on est ici dans la ville des Utopiales aussi. Je vous recommande un film fort intéressant et emblématique chez les amateurs de science-fiction sur les questions de rapport des peuples avec la science et techno. Ça s'appelle Planète interdite. Et dedans, la question du sort d'un peuple par rapport à ses propres créations est abordée de façon fort intéressante. Regardez-le si vous ne le connaissez pas, en ayant en tête l'intelligence artificielle ou le numérique, et la chose en sera intéressante. Il est utilisé aussi dans la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, By the Way. Merci. Merci à tous les trois d'avoir été aussi clairs pour nous éclairer sur des enjeux qui sont assez techniques, assez effectivement étranges, inquiétants parfois, pour reprendre cette citation de Freud. Je vous remercie. Je remercie aussi les organisateurs. Et puis à l'année prochaine.